Bonjour Monsieur Mwamba. Oui, oui, alors bonjour. Vous êtes sociologue d'origine congolaise et vous vivez au Canada. Oui, c'est ça. Vous avez écrit il y a quelques années un livre sur les origines de Joseph Kabila. C'est un sujet polémique qui revient régulièrement. Pensez-vous aujourd'hui qu'on en sait un peu plus sur les mystères Joseph Kabila? Oui, merci bien pour la question. Je dois me permettre d'abord de préciser une chose. Bon, j'ai écrit pas un livre sur Joseph Kabila, j'en ai écrit deux. Ah oui. Le premier, c'était exactement, qui s'intitulait Joseph Kabila, la vérité étouffée. Donc là, c'était paru en 2005. Oui. Et puis, le tout dernier, qui est paru en 2010, c'est Joseph Kabila, la congolité en question. Maintenant, pour répondre à votre question, si on en sait un peu plus, je dois dire que non. Je dois dire que non. Nous sommes toujours à ce même stade-là où on était avant. C'est-à-dire qu'il y a une forte conviction de la part de beaucoup de Congolais que Joseph Kabila n'est pas celui qui prétend être, c'est-à-dire qu'il n'est pas congolais, donc ses origines sont douteuses. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à ce point-là. Mais s'il y a autre chose que j'aimerais bien ajouter, c'est que dans un premier temps, si tout au début, il y avait des doutes, il y avait moins de gens qui en parlaient, maintenant c'est devenu un sujet très populaire où beaucoup de gens et beaucoup de Congolais ont vraiment la conviction qu'il n'est pas congolais et lui indique l'endroit où il doit s'en aller, c'est-à-dire au Rwanda. Donc ce n'est plus une question où c'était quelques-uns qui en murmuraient, où c'était de la pire rumeur, mais là c'est devenu un fait de société où vraiment beaucoup de gens ont cette conviction. Mais pourquoi se focaliser uniquement sur la nationalité de Kabila? En tant que chef de l'État, on peut lui reprocher peut-être certaines insuffisances par rapport à la fonction qu'il occupe, mais pourquoi s'en tenir uniquement à cette histoire de nationalité entre guillemets? Oui, ça c'est une question qui revient souvent, hein, et on la pose avec raison. Avec raison, on dirait que bon, comment se fait-il que dans un pays où tout rien ne marche, où il y a beaucoup de problèmes, on va aller se focaliser sur un problème de nationalité. Moi, je dirais que ce n'est pas bien d'appréhender le problème sous cet angle-là, pour la simple raison que la personne qui est concernée, c'est quelqu'un qui dirige un pays, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un État. Et quand on parle d'un État, c'est-à-dire que la personne qui est à la tête d'un État doit incarner certaines valeurs. Et notamment la valeur de la droiture. Et donc, si on laissait tomber cette histoire alors que la Constitution le précise bien que pour être chef d'État, il faut être de père et de mère congolaise, c'est-à-dire qu'on bafouait la loi. Et vous voyez les dangers qu'il y a si on commence à bafouer la loi à la tête des institutions. Donc c'est comme si on construisait, mais il n'y a pas de fondement. Il doit y avoir une fondation solide pour pouvoir construire un état de droit. Si nous aspirons réellement à un état de droit, on ne peut pas négliger cette histoire ici. En fait, comme vous le voyez bien, ce n'est pas seulement un problème qui concerne les Congolais, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout, et notamment aux États-Unis. Vous l'avez suivi, il y a beaucoup de gens qui ont suivi. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens se sont dit « Ah, voilà, ça c'est un problème réel », quand on a accablé le président Obama. Alors c'est la même chose chez nous, donc on ne peut pas négliger cet aspect-là, c'est un aspect fondamental. C'est un aspect fondamental. L'ignorer, c'est comme si on se disait, bon, naviguons à perte de vue, naviguons sans boussole, alors que dans un état de droit, on doit avoir des orientations précises qui sont dictées par la Constitution. Donc c'est tout simplement question de cohérence interne. Si on veut une chose, un état de droit, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dans ce cas ici, nous voulons vraiment bâtir un état de droit, un État démocratique, et dans ces cas-là, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on doit avoir des explications. Mais je dois vous dire que jusqu'ici, il n'y a aucune explication qui n'a été donnée. Oui, très bien. Je voudrais un peu qu'on entre dans les vifs du sujet, c'est-à-dire essayer de décrypter la personne de Joseph Kabila. Le PPRD, son parti, vient de tenir son congrès à Kinshasa, et il y était absent. Comment expliquez-vous cela? Certains parlent d'un candidat invisible, aphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben écoutez, ça ne peut étonner que les gens qui ne connaissent pas Kabila, ce n'est pas la première fois qu'il se comporte de cette façon-là. Donc, si on rentre un peu en arrière, on va regarder son parcours, on va s'apercevoir que lors des négociations qui ont eu lieu en Afrique du Sud, où un accord a été conclu, où il a été unanimement désigné comme président de la République, il ne s'est jamais présenté à ces assises-là. Alors là, c'est déjà un manquement qui est très grave. Comment se fait-il qu'on peut négocier autour d'une table, et on opte pour quelqu'un qui ne s'est jamais présenté,
C'est comme si c'est quelqu'un qui bafouait pratiquement tous les travaux qui étaient faits. Ça, c'est de un. De deux, quand il a été plébiscité candidat unique pour le PPRD, lors des élections passées de 2006, il s'est comporté de la même façon. C'était à la FIKIM, si je ne me trompe pas, et en ce moment-là, il y avait encore Caméré, qui était là comme secrétaire du PPRD. Il a été plébiscité de la même façon à son absence. Et ça, c'est la troisième fois que cela se répète. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Et laissez-moi ajouter que c'est tout à fait une anomalie dans un système démocratique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a qu'au Congo où on voit ce genre de choses. Est-ce que Kabila ne va-t-il pas faire une campagne électorale par procuration comme en 2006? Parce qu'à l'époque, c'est Caméré qui tenait les meetings pour lui. Cette fois-ci, on observe bien que c'est Bochab et les autres qui montent au premier plan. Ben, c'est ça la crainte. C'est ça la crainte que nous avons. On s'est dit, mais comment se fait-il que quelqu'un qui prétend vouloir diriger le pays et qui dirige déjà le pays il y a une dizaine d'années, comment se fait-il qu'il joue toujours le rôle d'arrière-plan alors que c'est lui qui devrait être en avant-plan? C'est comme je venais de le dire ici, c'est vraiment une anomalie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui est effectivement à fond ou à quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités en main et les autres doivent boucher systématiquement les trous parce que c'est pas quelqu'un qui est à la hauteur de ses tâches. Et là, une fois de plus, c'est vraiment se moquer du peuple congolais, mettre quelqu'un qui n'a pas de poids ou qui ne mesure pas toute la responsabilité qui lui incombe et qui agit comme quelqu'un qui faisait n'importe quoi alors qu'il est à la tête du pays. Donc là, d'un côté, il y a la responsabilité de la population congolaise et de l'autre côté, la responsabilité de la classe politique qui cautionne ce genre de comportement. Moi, je me suis demandé, tout simplement, je me suis dit, si, quand on l'a plébiscité lors du dernier congrès que le PPRD a tenu, s'il y avait un seul membre de ce parti-là qui s'est levé pour poser la question, pourquoi sommes-nous en train de plébisciter quelqu'un qui n'est pas absent, qui est absent plutôt? Et il y aurait eu une réaction dans la salle, et ça pouvait faire raisonner beaucoup de gens. Mais non, chez nous, on trouve ça normal et ça passe. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une situation normale. Je caricature un peu. Ne trouvez-vous pas que la fonction des chefs de l'État est infantilisée avec Joseph Kabila? Oh ben oui, absolument, absolument. Donc là, on assiste à quelque chose de tout à fait... je sais même pas comment dire ça. Donc, pour moi, c'est plus qu'infantilisé, c'est une fonction qui est déshonorée. La fonction du chef de l'État est pratiquement déshonorée, elle est instrumentalisée au point où c'est n'importe qui. Moi, je me suis dit, avec l'avènement de Kabila à la tête du pouvoir, je ne sais pas s'il y aura encore un Congolais qui peut se dire, moi, je ne peux pas exercer la fonction du chef de l'État. Alors que c'est une fonction, normalement, on s'est dit, suis-je capable de l'assumer? Mais si on l'infantilise à ce point-là, on met quelqu'un qui n'est pas responsable et pour d'autres qui trouvent qu'il est suffisamment outillé pour exercer cette fonction, c'est de l'aberration, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Donc c'est là où je me dis, on doit se questionner en tant que peuple si réellement notre système est en train de bien fonctionner. Moi je dirais non, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas cautionner ce genre de comportement. On ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas à sa place. C'est manifestement quelqu'un qui n'est pas à sa place. Même s'il y a d'aucuns qui trouvent qu'il est compétent, il est ceci, il est cela. Et moi je trouve que là où un chef d'État doit s'exprimer, il doit le faire. Et lui, malheureusement, il ne le fait pas. On lui trouve d'autres qualités, on lui trouve d'autres attributs. Quelqu'un qui a la capacité d'écoute, quelqu'un qui a ceci, quelqu'un qui a cela. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec la fonction de chef d'État, où quelqu'un doit s'exprimer, où quelqu'un doit montrer la voie, et ce n'est pas le cas pour. Comment expliquez-vous ces changements permanents d'apparence chez Joseph Kabila? Des fois, il se laisse pousser la barbe, par moments c'est la moustache, et c'est la tête qu'il se rase totalement. Est-ce pour lui une manière de mettre en avant sa congolité, entre guillemets? Oh non, et pas du tout, pas du tout. Ça, ce n'est pas. La congolité n'a rien à voir avec les extravagances de quelqu'un qui est à la recherche de son moi intime, de son identité, non comme facteur d'appartenance commune, mais en référence au Congo. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment se fait-il que quelqu'un qui est président de la République peut se comporter comme un collégien? Ça, c'est un comportement d'un collégien qui démontre par ailleurs, laissez-moi le dire ouvertement, qui démontre l'immaturité. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas mature, c'est quelqu'un qui cherche encore de se faire valoir auprès des autres en se maquillant, en changeant de look, en changeant ceci. Ce n'est pas cela qui est digne d'un chef d'État. Un chef d'État
se comporte ou se caractérise par d'autres vertus, par d'autres qualités. Oui. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, donc il est à la recherche constante d'une personnalité que malheureusement il n'a pas. Une personnalité qui les rapprocherait plus des Congolais ou bien? Non, c'est pas vraiment question. Non, ça vraiment, j'exclus totalement. C'est pas question de congolité. Ça n'a rien à voir avec la congolité, puisque si on se rase, le fait de se raser ou la barbe ou les cheveux, ça nous amène à rien, puisqu'en fait, on trouve parmi les Congolais ceux qui se rasent, ceux qui se rasent pas. Ce n'est vraiment pas ça. Vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui est à la recherche constante de sa propre personnalité. C'est quelqu'un qui se recherche encore, qui n'a pas encore trouvé sa juste mesure, qui cherche différents looks, je sais pas, mais moi je vous dis que c'est quelque chose qui ne marche pas avec la fonction qu'il exerce. On pourrait bien le comprendre pour un collégien qui, pour se faire valoir devant les filles, doit commencer systématiquement à changer de look, mais là nous avons affaire à un chef d'État qui représente 70 millions d'habitants et qui doit avoir un comportement conséquent. Donc ça, c'est pas le comportement digne d'un chef d'État et ça n'a aucune référence avec la congolité. Donc là, vraiment, ça n'a aucune référence avec la congolité. Après plus de 10 ans d'exercice du pouvoir, Joseph Kabila ne s'exprime toujours pas en lingala. Et surtout, il demeure encore un piètre communicateur devant les foules. Dans un pays où le verbe est roi, n'est-ce pas là un sérieux handicap pour lui? Oh ben oui, on pourrait parler d'handicap, mais moi je ne parlerai pas d'handicap, puisqu'en fait, ça aurait été un handicap si ça compromettait son exercice, si ça compromettait sa fonction. Mais on le voit qu'il est là, et comme je disais, il y a ceux qui le soutiennent, il y a ceux qui l'appuient. Mais laissez-moi vous dire que c'est quelque chose qui ne marche pas. Un chef d'État doit être capable de communiquer, et surtout d'être capable de communiquer aussi dans la langue du pays. Vous le dites avec raison, que ça fait plusieurs années qu'il est là, mais il n'a jamais s'expliqué en lingala, il le fait peut-être en swahili, mais étant donné qu'il vit à Kinshasa, ça fait plusieurs années, oui. Étant donné qu'il est encore jeune, donc il aurait pu faire des efforts pour apprendre. Là, ça nous montre d'un côté qu'il y a un manquement, quelqu'un qui ne fait pas des efforts. Il aurait pu, ne fût-ce que pour l'honneur de la fonction qu'il exerce, faire des efforts pour pouvoir communiquer avec le peuple. En fait, je ne sais pas si on le verra cette année ici, mais il est à Kinshasa, il n'a jamais communiqué avec la population de Kinshasa. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Chez nous, dans nos traditions, où le chef communie avec son peuple, mais le chef doit communiquer, doit être en rapport avec son peuple. Mais nous, on le voit, systématiquement, il évite ce peuple-là. Il évite, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui se camoufle, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut diriger un pays. Donc, non, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a que ceux qui sont autour de lui qui voient que tout marche bien. Malheureusement, nous avons affaire à quelque chose qui sort de l'ordinaire, à quelque chose qui ne fait pas, malheureusement, l'honneur du pays. Nous vivons avec tous les gens en Afrique, tout ça, et qui se mettent à se moquer pratiquement de Congolais pour la situation que nous vivons. Croyez-vous qu'il soit devenu l'otage du grand nombre de dignitaires et conseillers qui veulent avant tout protéger leurs intérêts personnels et qui l'isolent des réalités du pays? Là, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit otage du système, puisqu'en fait, nous avons affaire là à des grands enjeux économiques, à des grands enjeux politiques. Donc, lui, il est là comme figurant, et malgré lui, il est obligé de faire le jeu. Dans ce sens-là, oui. Je suis tout à fait d'accord qu'il est otage, du système. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a même la volonté de se dire, oui, donc c'est quelqu'un qui est poussé systématiquement. Puisque le fait qu'on venait d'évoquer ici, le fait qu'il ne se présente pas, pour moi, c'est une façon de signifier qu'il n'est pas intéressé à la tâche. Mais pour les autres, qui continuent à le pousser derrière parce qu'ils doivent sauvegarder leurs intérêts, alors ils le poussent toujours de l'avant. Donc, dans ce cas-là, on peut admettre que, oui, il est otage du système et qu'il est incapable de se défaire. Puisque, bon, moi, je ne sais pas, il a déjà fait 10 ans de pouvoir, plus que 10 ans de pouvoir. À son âge-là, il peut se dire, j'arrête, je vais faire autre chose. Mais malheureusement, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter, pourquoi? Parce qu'il le sait lui-même, il y a ces problèmes-là de la congolité qui va le suivre toute la vie. S'il arrête aujourd'hui, c'est que s'il y a un autre gouvernement qui se met en place, qui est responsable, c'est un gouvernement qui risque de le poursuivre. Et on risque encore de le poursuivre pour d'autres raisons. Pour le fait qu'il n'a pas bien géré le pays, donc il y a eu beaucoup de gestion autour de lui. Et puis il y a eu aussi, on doit le dire aussi, beaucoup de cas, de crimes
pour lesquels il peut être poursuivi. Donc vous comprenez que ça c'est quelque chose qui n'est pas seulement particulier au Congo, mais c'est quelque chose qui est un peu qu'on retrouve un peu parfois en Afrique, là où il y a une mauvaise gestion, ça accompagne toujours de la volonté de demeurer au pouvoir. Pourquoi? Parce que si on quitte le pouvoir, on sera poursuivi. Mais que pensez-vous des chefs coutumiers katangais qu'il avait présenté officiellement comme étant un des leurs? Parce que par rapport à cette question de nationalité, eux, ils étaient passés dans les médias à l'époque, hein, je pense en 2006. Oui, non, mais je me rappelle de cette histoire-là. Non, mais laissez-moi vous dire qu'autour de cette histoire, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller à des déclarations, malheureusement, à mon avis, qui sont mensongères. Et je dois vous dire que, bon, ce sont les gens qui auront à se redire parce qu'ils le font. Et on comprend bien pourquoi. Il y a la raison d'État et puis la raison des plus forts. Il y a aussi une raison pécuniaire, on leur donne de l'argent, si on te donne de l'argent, tu n'as pas d'autre choix. Et puis il y a une autre raison, il faut qu'on se le dise. Si tu ne marches pas avec le pouvoir, tu risques de te retrouver, malgré toi, contre le pouvoir, et tu risques d'être poursuivi ou de peut-être d'être assassiné. Alors, devant des cas probables d'assassinat ou d'emprisonnement, alors il y a des gens qui se laissent aller à des déclarations qui ne sont pas fondées. Donc non, ce n'est pas le fait que les gens aient soutenu qu'ils soient katangais, que cela soit vrai. Non, on a demandé, moi j'ai demandé, avec beaucoup d'autres, que si se sentait vraiment congolais, il n'a aucune raison de redouter le test de l'ADN. On l'a dit, puis bon, il n'y a pas que le test de l'ADN. Moi, dans mes deux bouquins, je vais te montrer noir sur blanc que c'est quelqu'un qui, si tu regardes toutes les analyses, tout ce qui se passe, tous les faits, tout est contre lui, tout démontre qu'il n'est pas congolais. Donc là, il ne peut pas vraiment échapper. Tout démontre qu'il n'est pas congolais. Joseph Kabila s'est sans doute bonifié dans l'exercice de la fonction présidentielle. Est-il l'homme qu'il faut au Congo d'aujourd'hui? On dit que c'est l'homme qu'il faut au Congo d'aujourd'hui. On l'aurait pu dire déjà il y a quelques années, puisqu'en fait, Joseph Kabila, c'est pas un nouveau venu hein, sur la scène politique. C'est quelqu'un qui est au pouvoir, comme je le disais, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Si on regarde son bilan est tout à fait négatif. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Donc, si c'est pas qu'on le veuille ou non, si on regarde les choses de manière objective, son bilan est tout à fait négatif. Alors, dire c'est l'homme qu'il faut pour le Congo, non. Moi, je ne pense pas. Moi, je dis qu'il a consommé son temps. Il aurait pu investir son temps. Mais il s'est sans doute bonifié pendant ces 10 ans d'exercice du pouvoir. Il s'est sans doute bonifié. Il a appris. Bonifié. Il a appris, mais moi, je juge quelqu'un par rapport à ses résultats. C'est ça. Moi, je ne peux pas me convaincre du contraire si les résultats qui se présentent devant moi sont tout à fait négatifs. Donc, là, il n'y a rien à dire. Moi, je ne sais pas si on a le même baromètre pour juger les choses, mais moi, si je regarde la situation du pays, sur base des statistiques officielles qu'on nous présente, et sur base de faits que les gens nous disent à longueur de journée, rien ne va au pays. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut se dire qu'il s'est bonifié. Il aurait pu apprendre. On pouvait encore le comprendre et le justifier durant ses premières années du pouvoir. Là où, effectivement, il apprenait. Mais ça n'a vraiment rien donné. Et là, laissez-moi vous dire que ça ne comporte pas seulement Kabila, mais c'est un bilan qui est partagé avec tous les gens qui ont géré avec lui la situation du pays. Donc, c'est un échec qui va frapper beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui être des nouveaux candidats, alors que si on regarde leur passé, ils n'ont rien fait de positif pour ce pays-là. Alors qu'ils en avaient tous les moyens. Dès que vous avez un mandat, une législation qui te dure 5 ans, au bout de la législation, vous devez être en mesure de justifier ce que vous avez fait. Mais cela n'est pas le cas, malheureusement. Il y a des choses qui ne marchent pas, et donc on ne doit pas se cacher et se voiler la figure pour dire que ça marche quand ça ne marche pas. Vous avez consacré 2 livres à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous motive autant à écrire sur lui? Et pouvez-vous nous en parler un peu de ces 2 ouvrages? Oui, en fait, là c'est une très bonne question, puisque c'est quelque chose qui habite en moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Moi, quand cette histoire de Kabila a commencé, comme bon Congolais, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de rumeurs et qui continuent de perdurer, puisqu'en fait, ça avait mis un bout de temps là, on continue de parler, il est ceci, il est cela. Et puis, bon, en tant que sociologue, tout ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je me suis mis à étudier la question, tout simplement parce que j'avais la soif de connaître la vérité. Donc, il y avait en moi cette quête de vérité, d'aller rechercher exactement où se trouverait la vérité, puisqu'en fait, il y avait 2 positions.
deux positions qui étaient diamétralement opposées. Il y a ceux qui soutenaient que c'était le fils de Kabila, il y a ceux qui disaient que non. Alors il fallait quand même approfondir le sujet. Je me suis mis effectivement à faire la recherche, et une recherche fouillée, au bout de laquelle je suis parvenu à dire qu'à mon avis, en tout cas, d'après tous les éléments de recherche que j'ai eu, ce n'est pas le fils de Kabila. Bon, deux livres. Pourquoi le premier, pourquoi le deuxième? Oui. Je viens d'expliquer ici la motivation qui m'a poussé à écrire le premier livre, et c'est pas un hasard que je l'ai intitulé La vérité étouffée, puisque d'après tous les éléments, il y a une certaine vérité qu'on cherche d'étouffer pour des raisons d'État. Alors, comme je savais qu'en publiant ce livre-là, il y aura des réactions sans doute, et qu'il y aura aussi évolution de la situation, je me suis dit, bon, on va voir si la chose s'arrête. Moi, si je m'arrêterai là, s'il y a d'autres éléments nouveaux qui se dégagent, je vais les approfondir encore, le présenter. En fait, il y a eu d'autres éléments qui se sont ajoutés, qui se sont juxtaposés. Alors je me suis dit, bon, je continue, c'est dans ces cas-là que j'ai écrit le deuxième livre, donc Joseph Kabila, la congolité en question, puisqu'il a tout démontré que sa congolité continuait à être remise en question. Et même aujourd'hui, vous le voyez, qu'après plusieurs années qu'il est au pouvoir, les gens continuent à dire que Kombo n'a été évité, Kata n'a été évité, et aujourd'hui on lui indique même d'où il est venu et on lui demande de retourner au Rwanda. Si les gens étaient persuadés que c'était vraiment un Congolais, cette polémique-là allait s'arrêter. Mais elle ne s'arrête pas parce que les gens ont soif de la vérité. Il ne s'est pas soumis à la demande des gens qui lui demandaient « Démontre-nous que tu es Congolais. Regarde que moi j'ai des faits. » Là, ce sont ses propres interviews. Devant cette question, oui. Kabila se comporte littéralement comme un enfant. Il ne trouve jamais de réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de réponse à donner. Il n'a pas de réponse à donner. Quand on lui pose la question, dites-nous un peu tout ça de votre filiation, il coupe court. Il dit, ben écoutez, le chien à bois et la caravane pas. Mais ça, ce n'est pas répondre à la question. Moi, si vous me posez la question, oui. Quel est votre père? Ben, je vais vous dire que mon père est tel, son petit frère c'était tel, et il y a telle personne qui connaît. Donc, il y a lieu de convaincre les gens. Mais moi, je vous dis que j'ai étudié, et je l'ai mis dans mes livres. Noir sur blanc, c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci, c'est lui-même, ses propres propos. Tu les analyses, tu ne trouveras aucune réponse à la question posée. Pourquoi est-ce qu'il élide la question? Pourquoi est-ce qu'il cherche à échapper à cette question-là? Donc c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de réponse à donner. Monsieur Mwamba, en parlant de vos livres, hein, oui. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre recherche sur les sujets Joseph Kabila n'est pas assez approfondie, puisque se basant essentiellement sur les écrits diffusés sur Internet? Hein, je pense ici notamment à Eric Kenneth, hein, que vous connaissez certainement parce que je pense que vous avez un échange épistolaire assez enflammé. Que répondez-vous à cette critique par rapport à cette recherche qui ne serait pas approfondie? Oh ben oui, c'est une question qui a été soulevée, mais laissez-moi vous dire que quand on mène une recherche, c'est d'abord la personne qui conçoit sa recherche, qui sait exactement ce qu'il vise et comment il va trouver les éléments de sa recherche. Moi, j'ai bien répondu à Eric Kness et que je salue en passant parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse effectivement à la situation du Congo et il a écrit un livre sur Laurent Kabila. Donc, à juste titre, il croyait aussi détenir une part de la vérité. Mais quand il s'est confronté à moi sur ce sujet-là, moi je lui ai démontré que pour moi, il n'était pas question, absolument question, que j'aille sur le terrain pour mener des recherches. Pour moi, je savais que avec les éléments que je pouvais trouver, et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que sur la toile, on trouve toute la science est sur la toile aujourd'hui. Là, c'est une réalité. Donc, au XXIe siècle, on ne peut pas ne pas faire affaire. Vous confirmez que vos sources sont essentiellement sur le net, sur Internet? Non, sur le net, mais j'ai eu aussi à mener des enquêtes directes. Je parlais avec des gens, j'ai interrogé aussi les gens, j'ai fouillé d'autres sources, donc je ne me suis pas seulement limité à la recherche sur Internet. Mais si vous imaginez qu'il y a quelques années, si on rentre en arrière, il y a quelques années, on trouvait toute la science dans des bibliothèques. Mais aujourd'hui, toutes ces sciences-là qui sont dans les bibliothèques, on les trouve aussi sur la toile. Donc si, au lieu d'aller consulter un livre dans une bibliothèque, je consulte ce même livre-là sur Internet, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une source fiable, parce que je l'ai consulté sur Internet. Mais tout ce que moi je peux dire à mon avantage, c'est dire que j'ai profité des moyens modernes. J'ai profité de la numérisation, du fait que nous aujourd'hui on ne peut pas se passer du phénomène cybernétique. Toute l'information, toute la science, je vous dis, est sur la toile aujourd'hui. Est-ce que avez-vous eu des témoignages directs pour mener dans votre recherche?
Non, mais j'ai posé cette question à certaines personnes, puisqu'en fait, quand je faisais des recherches, il y a toujours des gens qui me disaient, mais il y a telle personne qui connaît, j'ai interrogé des gens. J'ai interrogé des gens qui m'ont donné certaines pistes. Qui, par et exemple, j'ai dit exploiter. vous pouvez nous donner un nom? Non, je ne peux pas faire de nom ici, malheureusement, parce qu'en fait, ce sont des gens que je n'ai pas nommés, mais j'ai eu vraiment des gens, et je peux parler sans les nommer. Par exemple, ici, on habite, il y a une femme rwandaise qui se disait bien connaître Kabila. On me l'a indiqué, bon, j'ai dit l'appeler, j'ai dit parler avec elle. Elle m'a donné toutes les informations disant qu'elle connaît la réalité sur Kabila. Et ce qu'elle me disait, c'était apparemment fondé, et ça allait, comment est-ce que dire, ça allait se croiser avec les autres informations que j'avais. Donc je ne fais que confronter une situation, une réalité qui m'a été donnée par rapport à ce que j'ai trouvé ailleurs. Donc c'est ça, donc j'ai fait ce genre d'interviews ou de recherche avec les gens qui m'ont donné beaucoup d'éléments et que j'ai dû composer à la fin, disons, dans mon bouquin. Y aura-t-il un troisième livre? Y aura-t-il une suite à ce que vous avez déjà écrit? Ben oui, ce sera les mots de la fin, hein? Non, mais c'est bon. Donc, non, il y aura une suite, effectivement. Il y aura une suite, effectivement, parce que je l'avais dit. Oui, elle portera sur quoi, si on n'est pas trop curieux? Non, mais ça sera effectivement maintenant sur la fin. Oui. Sur la fin de cette saga. Oui. Qui ne se termine jamais, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une saga qui continue. Est-ce qu'il y aura-t-il une fin à cette saga? Je crois que oui. Si j'assiste à cette fin-là, alors j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir dire aux gens finalement que, écoutez, maintenant, à partir des éléments que j'ai en main, on peut maintenant conclure qu'il est fils ou n'est pas fils de Kabila. Donc c'est ça. Pour dire un mot de la fin, bon, j'aimerais bien dire que bon, c'est un sujet qui est très important, ce n'est pas un sujet à négliger. Il faudra que les gens cherchent la vérité, et à travers les gens, surtout la classe politique. Il faudra que la classe politique soit sensibilisée à ces problèmes-là pour qu'on la mette fin. Maintenant que nous allons aux élections, il y a beaucoup de candidats dont on parle qui ne sont pas des nationalités congolaises. Doit-on les laisser aller aux élections? Doit-on les laisser se présenter comme candidats? Là, c'est une question qu'on doit s'interroger. C'est pas parce que nous sommes contre ces gens-là, tout simplement parce que nous voulons que la loi soit appliquée. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je vais terminer par là. Je voudrais aussi lancer un appel vibrant à nos universités. Nous sommes en train de parler ici des livres, des publications, mais si nous voulons préparer notre jeunesse, nous voulons préparer notre avenir, il faudra que les universités s'ouvrent à la science. Je sais que c'est un sujet qui est difficile, mais il faudra que, alors qu'on prétend que nous sommes dans une démocratie, oui, il faudra que nos universités aient le courage d'acquérir ce genre de livres pour que la jeunesse puisse se faire une idée. Puisqu'autrement, bon, on va commencer à se dire, à écrire des choses, alors que les jeunes qui sont là ne sont pas du tout au courant. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. J'aimerais bien qu'un jour dans l'avenir, que les jeunes puissent s'établir sur ce qui a été écrit pour qu'eux-mêmes puissent porter un jugement dans un sens ou dans un autre, puisque moi je ne dis pas détenir la vérité, mais je dis que tous les éléments que j'ai recueillis me poussent à dire que Kabila n'est pas le fils de Laurent Kabila. L'homme qui se présente sous le nom de Kabila, ce n'est pas le fils de Laurent Kabila. Merci beaucoup, M. Mwamba. Je vous remercie. Alors à la prochaine. Merci beaucoup. Ok. Voilà.